Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Le copain invisible. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais savoir, t'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, tu peux rejoindre ton lit, attraper ton doudou, fermer tes petits yeux et te laisser bercer par le son de ma voix. Cette histoire commence. Dans la grande cour de l'école, le vent faisait danser les feuilles comme des petites mains qui saluaient les enfants. Les cris de joie résonnaient entre les murs de briques rouges. Les ballons sautaient dans tous les sens et les cordes à sauter claquaient joyeusement sur le sol. Mais près du vieux marronnier, un petit garçon restait assis tout seul. Il s'appelait Sacha. Ses mains étaient posées sur ses genoux et ses yeux suivaient les autres, sans vraiment les regarder. Il n'osait pas bouger. Il avait peur de déranger, peur qu'on lui dise « Tu joues pas avec nous, t'es trop bizarre !» Alors, il restait là, silencieux, comme une ombre oubliée. Un jour, alors que la récréation battait son plein, Sacha sentit quelque chose, comme un frisson doux dans sa nuque. Il leva les yeux. « Salut !» dit une voix claire juste à côté de lui. Personne. Et pourtant, quelqu'un était là. Un garçon de son âge, avec des cheveux en bataille, un pull vert rigolo et des yeux qui pétillaient. Moi, c'est Zilo. Et toi? T'as pas envie de jouer? Sacha ouvrit la bouche, surpris. Tu me vois? Bien sûr que je te vois. Je suis ton copain invisible. Tu m'as inventé tout à l'heure, quand ton cœur s'était senti tout seul. T'as bien fait. Sacha cligna des yeux. Il n'avait rien dit. Et pourtant, Zilo était là, présent, souriant, rassurant. Alors, pour la première fois depuis longtemps, Sacha sourit lui aussi. Un petit sourire timide, mais lumineux. Et sous le marronnier, dans le coin le plus calme de la cour, une amitié venait de naître. Invisible aux autres, mais bien réelle pour Sacha. Depuis ce jour, Sacha n'était plus jamais seul. Chaque matin, à peine ses pieds touchaient la cour, Zilo apparaissait. Parfois caché derrière un tronc d'arbre, parfois perché sur un banc ou accroupi près du toboggan. Il surgissait toujours avec un sourire malicieux. Aujourd'hui, on s'entraîne à courir plus vite que le vent ou on construit une cabane imaginaire? Sacha riait doucement. Lui qui n'osait jamais bouger avant, se sentait libre quand il était avec Zilo. C'était comme si le monde devenait un terrain de jeu rien qu'à eux. Zilo avait toujours des idées folles. Il lançait des défis secrets, racontait des histoires de dragons invisibles et imitait les maîtresses avec des voix rigolotes. Sacha se tordait de rire, le visage illuminé. Mais le plus incroyable, c'était que Zilo l'aidait à parler aux autres. Un jour,
Sacha fixait un groupe d'enfants qui jouaient à l'élastique. Il avait envie d'essayer, mais son ventre était noué. « Vas-y, Sacha, demande-leur si tu peux jouer. Je suis là, juste derrière toi. Tu peux le faire. » Sacha inspira profondément, serra les poings et s'approcha. Je peux essayer, murmura-t-il. Une petite fille sourit. Oui, bien sûr. Tiens, on recommence pour toi. Le cœur de Sacha battait très fort. Mais à côté, Zilo sautillait, fier de lui, les bras levés comme un champion. À partir de ce jour-là, Sacha participa de plus en plus. Il n'était pas encore le plus bavard, ni le plus sûr de lui, mais il avançait. Et Zilo était toujours là pour l'encourager. Personne ne voyait ce drôle de copain, mais dans le cœur de Sacha, il brillait comme une étoile discrète qui chuchotait. « Tu peux y arriver. Tu n'es pas tout seul. » Le vent d'automne s'était levé, emportant les feuilles comme des petits bateaux en papier. Dans la cour, Sacha courait avec un vrai sourire aux lèvres, ses joues rougies par l'effort. Il venait de rire avec Enzo, un camarade de sa classe, en jouant à chat perché. Mais à peine Enzo partit-il que Zilo surgit derrière Sacha, les bras croisés et le regard un peu froid. « Tu t'amuses bien sans moi ?» demanda-t-il d'une voix plus grave que d'habitude. Sacha cligna des yeux. Ben, Enzo m'a invité à jouer, alors j'ai dit oui. Zilo fit une moue étrange, presque vexée. Avant, tu jouais qu'avec moi, tu te rappelles? C'était mieux, non? Juste toi et moi. Sacha ne répondit pas. Son cœur battait un peu plus fort, mais pas comme quand il était content. C'était un battement qui serre la gorge, un tambour inquiet. Les jours suivants, Zilo devint différent. Il apparaissait sans prévenir, plus souvent dans l'ombre qu'au soleil. Il critiquait les autres enfants, riait fort quand Sacha faisait une erreur et soufflait à son oreille. Tu vas encore te ridiculiser. Reste avec moi. Moi, je ne juge pas. Sacha commençait à douter. Il n'avait plus envie de jouer. Il s'isolait à nouveau sous le marronnier. Et Zilo, toujours là, devenait plus grand, plus sérieux, presque trop présent. Ils ne sont pas comme nous, Sacha. Eux, ils oublient. Moi, je suis toujours là. Je suis ton vrai copain. Sacha baissa les yeux. Il ne comprenait pas pourquoi Zilo changeait. Ce n'était plus le copain drôle et rassurant. Quelque chose clochait. Et pour la première fois, Sacha se demanda s'il avait encore besoin de lui. Ce matin-là, la cour était baignée d'un soleil pâle, timide derrière les nuages d'automne. Sacha marchait lentement, les mains dans les poches, le cœur un peu lourd. Depuis quelques jours, Zilo était devenu étrange, moins lumineux, moins gentil. « Tu fais encore la tête ?» lança Zilo en apparaissant près du grillage. Je pense que je veux jouer avec Zoé aujourd'hui,
murmura Sacha, les yeux fixés sur une petite fille qui dessinait des marelles à la craie. Zilo fronça les sourcils. « Tu veux me remplacer, c'est ça, hein? Tu crois qu'elle va t'aimer plus que moi ?» Sacha recula légèrement. Il n'aimait pas ce ton, cette colère. « Je veux juste avoir d'autres amis. Ce n'est pas contre toi. » Zilo s'approcha, plus grand que d'habitude, comme une ombre menaçante. « Sans moi, tu retourneras seul sous le marronnier. Tu n'y arriveras pas. » Sacha sentit une larme couler malgré lui. Son cœur battait à tout rompre. Autour de lui, les enfants jouaient, riaient, sans se douter de ce qui se passait dans la tête de leurs camarades. Alors, d'une voix tremblante mais ferme, Sacha répondit. « Tu n'as pas le droit de me faire peur. Tu n'es pas censé me faire du mal. Un copain, ça soutient. Pas ça commande. » Un silence tomba entre eux. Puis, Zilo gronda. « Tu vas le regretter. » Mais Sacha, cette fois, ne répondit pas. Il tourna les talons, s'éloigna de l'arbre et alla s'asseoir auprès de Zoé. Elle leva les yeux, le regarda doucement. « Tu veux dessiner avec moi ?» Sacha hocha la tête. Et pendant qu'il traçait des étoiles à la craie, derrière eux, Zilo s'effaçait peu à peu, comme un rêve au réveil. Mais pas tout à fait, car il restait encore quelque chose à comprendre et à choisir. La marelle brillait au sol, bleue et rose, comme une invitation à l'envol. Zoé et Sacha riaient ensemble, leurs craies pleines de poussière colorée. Pour la première fois depuis longtemps, Sacha sentait son cœur léger. Il osait parler, proposer, créer. Mais au fond de lui, quelque chose tremblait encore. Zilo n'était pas revenu. Pas un mot, pas une apparition. Et malgré tout ce qu'il avait dit, Sacha s'en voulait un peu. Alors, ce soir-là, dans sa chambre silencieuse, Sacha ferma les yeux et murmura. « Zilo, si tu m'entends, je veux te parler. » Le vent frôla la fenêtre. Une lumière douce sembla frémir dans l'ombre. Et puis, il était là, assis au pied du lit, plus petit, plus pâle. Zilo. Mais pas le même que ces derniers jours. Son regard n'était plus fâché. Il était triste, fragile. Je voulais te protéger, Sacha. Je croyais que si tu t'attachais aux autres, tu m'oublierais. Et j'avais peur de disparaître. Sacha s'assit à côté de lui. Tu m'as beaucoup aidé. Tu étais là quand j'en avais besoin. Mais maintenant, je dois avancer avec de vrais amis. Je suis plus fort grâce à toi. Zilo sourit doucement, les yeux brillants. Alors, ma mission est terminée? Non, tu seras toujours là, dans mon cœur,
comme une étoile cachée. Un silence tendre les enveloppa. Puis Zilo se leva, tendit la main à Sacha et dit : « Sois heureux, ose briller, et n'oublie jamais, ton imagination est une force, pas une cage. » Puis, dans un souffle léger, Zilo disparut, pas triste, juste libre. Et Sacha resta là, les yeux ouverts vers le plafond, le cœur calme. Il avait dit au revoir, et surtout, il avait dit merci. Dans la cour, les feuilles d'automne tourbillaient comme de petites danseuses dorées. Sacha n'était plus sous le marronnier. Il courait entre les jeux, riait avec Zoé, partageait son goûter avec Enzo, lançait la balle aussi loin qu'il le pouvait. Chaque jour, une nouvelle lumière brillait dans ses yeux. Il n'avait plus besoin de se cacher. Il n'attendait plus que quelqu'un vienne à lui. Il allait vers les autres, avec un sourire franc et doux. Un jour, en jouant à la marelle, Zoé lui dit : « Tu sais, t'es rigolo et t'as toujours des idées trop chouettes, comme si t'avais une machine à rêve dans la tête. » Sacha éclata de rire. Il n'avait pas envie d'expliquer, pas envie de dire qu'avant, ces idées-là venaient de Zilo, car Zilo faisait maintenant partie de lui. Pas comme une voix, pas comme une ombre, mais comme une graine plantée dans son cœur, qui avait poussé en force, en imagination, en courage. Parfois, quand le vent passait doucement près de ses oreilles, Sacha croyait entendre un murmure. « Bien joué, Sacha! Continue !» Alors, il souriait en silence. À midi, il retourna seul près du marronnier. Il posa la main contre l'écorce et chuchota. « Merci d'avoir été là. Je ne t'oublierai jamais. Mais maintenant, ma place est avec eux, avec moi, pour de vrai. » Le marronnier frissonna doucement. Puis, Sacha s'éloigna, le pas léger. Et dans le ciel, au-dessus de l'école, une minuscule étoile scintilla en plein jour. Invisible aux autres, mais bien réelle pour celui qui avait appris à voir avec le cœur. Ce matin-là, la forêt sentait la noisette et l'air frais du mois de septembre. Dans l'école au volet rouge, les petits lapins entraient un à un, cartable sur le dos, oreilles toutes droites ou un peu tordues, cœur battant comme un tambour en peluche. Friselin, un lapin gris aux grandes pattes trop longues, serrait fort son doudou carotte caché dans sa poche. C'était sa toute première rentrée. La classe était jolie, décorée de guirlandes de feuilles séchées et de dessins colorés. Il y avait un tableau en bois, un tapis moelleux au coin lecture et des petites chaises bien alignées. Mais pas de maîtresse. Tout à coup, un bruit sourd retentit dans le couloir. Boum! Boum! On aurait dit des pas de géant.
Un souffle chaud passa sous la porte, puis un autre bruit. Comme un soupir immense, venu du fond des grottes. Les petits lapins se regardèrent, tremblants. « C'était quoi ça ?» chuchota Noisette, une lapine blanche aux taches rousses. « Peut-être un monstre ?» hasarda Gribou, qui adorait se faire peur. Friselin n'osait pas parler. Son museau frémissait. Soudain, la poignée tourna lentement. Clic. La porte s'ouvrit. Et là, ils la virent. Une créature immense, aux écailles brillantes comme des pierres précieuses, entra dans la classe. Elle avait 2 grandes ailes repliées dans son dos, des griffes dorées et une écharpe tricotée autour du cou. Dans sa patte, un livre illustré, et dans son regard, une tendresse infinie. « Bonjour mes petits lapins, je suis maîtresse Flamme, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. » Personne ne bougea. Seul Friselin, tout au fond, sentit un minuscule frisson de curiosité. Maîtresse Flamme dut se baisser très bas pour passer sous le chambranle. Elle plia ses ailes comme un parapluie mouillé, roula sa longue queue sous son tablier à carreaux, puis s'assit délicatement derrière le grand bureau qui craqua juste un peu. Une vapeur tiède, parfumée à la vanille grillée, flotta dans l'air. Les moustaches des lapins frémirent. « Vous êtes un vrai dragon ?» bredouilla Noisette. « Tout à fait, un dragon d'école, spécialiste des histoires et des câlins incendiaires, mais seulement de tendresse, » répondit-elle en soufflant une mini-flamme en forme de cœur qui s'éteignit aussitôt. Gribou leva la patte. « Vous allez nous manger ?» Maîtresse Flamme rit, un rire de cheminée. « Jamais! Je préfère les gâteaux à la carotte. Qui aime la carotte ici ?» Toutes les pattes se levèrent, même celle de Friselin qui tremblait encore. Le dragon sourit. Première victoire. Elle ouvrit son grand livre illustré, Gros Doudou et le gâteau à la carotte céleste. Les pages sentaient la cannelle. À chaque changement de page, une petite étincelle dansait au-dessus du texte. Les lapins avançaient leurs chaises sans s'en rendre compte. Plus Maîtresse Flamme lisait, plus sa voix devenait douce et cotonneuse. Les frayeurs se délayaient comme du sucre dans du thé chaud. Friselin glissa son doudou carotte hors de sa poche et le posa sur ses genoux, signe de confiance secrète. « Dans cette histoire, dit la maîtresse, le courage, c'est d'ouvrir son cœur, même quand il bat très fort. Comment bat le vôtre ?» demanda-t-elle. « Fort, fort, fort! Fort, fort! Fort !» crièrent plusieurs lapins en riant. Quand la cloche sonna, personne ne se leva. Tous voulaient encore une page. Maîtresse Flamme cligna d'un œil doré.
Demain, nous cuisinerons le vrai gâteau. Si vous venez. Et peut-être goûterons-nous un souffle chaud très spécial. Le lendemain matin, la classe embaumait déjà la compote de pommes tièdes. En entrant, Friselin sentit quelque chose de nouveau dans son ventre. De l'impatience et une toute petite joie qui faisait des galipettes. Maîtresse Flamme avait installé un grand chaudron fumant au centre de la classe. Autour, des bols de farine d'avoine, de carottes râpées et de miel scintillant. Aujourd'hui, mes lapins, on va cuisiner ensemble le gâteau à la carotte céleste. Mais attention, il faut mélanger avec le cœur et un soupçon de fou rire. Les petits lapins roulèrent leurs manches. Noisette touilla avec application. Gribouille en mit partout, surtout sur ses moustaches. Et Friselin, timidement, écrasa les noix en miettes croquantes. Le dragon les observait, ses grandes ailes repliées doucement contre ses flancs. Elle veillait comme une montagne moelleuse. Friselin, tu veux mélanger avec moi ? Demanda-t-elle soudain. Le petit lapin hocha la tête. Il monta sur une caisse et plongea la cuillère en bois. Le dragon posa une griffe douce à côté de la sienne. C'était chaud, comme un oreiller au soleil. Quand le gâteau entra dans le four magique, alimenté par un souffle de flamme très bien dosé, Maîtresse Flamme invita tout le monde au coin tapis. On va attendre qu'il cuise avec une histoire de grand vent, de courage et de doudou volant. Pendant qu'elle racontait, la pluie tambourinait contre les vitres, mais à l'intérieur, tout était lumière dorée. Les petits lapins s'étaient belotonnés les uns contre les autres. Certains s'endormaient à moitié. Friselin, lui, ne dormait pas. Il écoutait chaque mot, le cœur calme comme un lac. Quand le gâteau fut prêt, Maîtresse Flamme souffla dessus avec tendresse. « Servez-vous, mes flamichettes !» Et ce fut, de l'avis général, le meilleur goûter de toute l'école des bois. Ce matin-là, la forêt était grise. Le ciel s'était couvert de gros nuages qui sentaient l'orage et les feuilles mouillées. Dans la classe des lapins, l'ambiance restait douce. Friselin avait même décoré le tableau avec des étoiles dessinées à la craie. Maîtresse Flamme chantonnait pendant qu'elle rangeait les livres du jour. Les élèves avaient préparé une surprise. Un grand dessin de leur maîtresse entouré de petits cœurs et de carottes. « Tadam !» cria Gribou en le brandissant fièrement. Maîtresse Flamme cligna des yeux, tout émue. Une larme de fumée douce monta jusqu'au plafond. Mais à ce moment précis, la porte s'ouvrit avec fracas. Crac ! Dans l'embrasure se tenait Monsieur Blaireau, le directeur de l'école, avec son chapeau haut de forme, sa montre à gousset et ses lunettes toujours légèrement de travers. Il était sévère, très sévère, et surtout très vieux. « Qu'est-ce que... Quoi ? Un dragon dans une salle de classe ?» Son cri fit frissonner les vitres.
les petits lapins sursautèrent. Friselin se cacha derrière le tapis. Noisette attrapa son toutou. Maîtresse Flamme se leva lentement, ses écailles étincelantes. « Bonjour, monsieur le directeur, je suis Maîtresse Flamme, enseignante diplômée de l'Académie des Dragons Bienveillants. » C'est inacceptable! Des ailes, du feu, des flammes dans une école! Et si vous les effrayez? Friselin serra les dents. Il voulait parler. Il aurait pu dire « Elle ne nous fait pas peur ». Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Monsieur Blaireau grogna. « À partir de demain, vous serez remplacé par Mademoiselle Techno-Robot, une professeure efficace et sans surprise. Fin de la discussion !» Et il partit, son parapluie claquant comme un fouet. La classe resta silencieuse. Le feu du poêle s'était éteint. Le cœur des lapins aussi, un peu. Ce soir-là, Friselin ne toucha pas à sa soupe aux orties douces. Son doudou carotte resta blotti dans ses bras, les oreilles toutes molles. Il pensait à la maîtresse, à sa voix chaude, à ses histoires au parfum de miel, à ses câlins qui réchauffaient même les gros chagrins. Le lendemain, la classe était changée. Plus de tapis au sol, plus de guirlandes, plus de chansons. Au milieu de la pièce trônait un grand robot en fer, carré comme une boîte en lettres et froid comme la neige. « Bonjour, je suis Madame Techno-Robot. Ouvrez vos manuels. Silence. Page 1. » Sa voix grinçait comme une vieille porte. Les petits lapins n'osaient pas bouger. Même Gribou ne faisait plus de grimaces. Noisette avait les yeux brillants. Friselin, lui, sentit une boule brûlante lui gonfler le ventre. Ce n'était pas de la peur, c'était une idée. Quand la cloche de la récréation sonna, il grimpa sur la souche au milieu de la cour. « Écoutez-moi tous !» Les autres lapins s'approchèrent, surpris. « Je sais qu'elle est grande, qu'elle a des ailes et qu'elle souffle du feu. Mais Maîtresse Flamme nous aime. Elle nous comprend. Elle ne fait pas peur. Elle fait du bien. Elle est différente. Comme nous tous. Un peu. » Un silence, puis Noisette leva la patte. « Moi, j'ai appris à lire avec elle. »« Moi, j'irai pour la première fois de l'année. » ajouta Gribou. Alors, tous ensemble, ils eurent une idée. Une grande manifestation. Ils dessinèrent des pancartes. Les dragons aussi ont un cœur. Pour des goûters magiques et des histoires à flammes douces. On veut notre maîtresse. Ils les accrochèrent sur les arbres, sur les bancs, même sur la porte du bureau du directeur. Puis, ils déposèrent une montagne de doudous devant l'entrée avec un mot. « Laissez-nous aimer notre maîtresse. » Le lendemain matin, la cour de l'école était silencieuse. Seule la montagne de doudous restait là, immobile,
comme une petite armée en peluche venue défendre ce qui comptait vraiment. Monsieur Blaireau, réveillé plus tôt que d'habitude par les chants de protestation, s'avança d'un pas raide. En découvrant les dessins, les slogans, les lapins déterminés serrant leurs banderoles d'un air grave mais doux, il fronça ses gros sourcils touffus. Friselin s'avança, le cœur tambourinant. « Monsieur le directeur, nous avons besoin d'elle. Pas juste pour les cours, pour ce qu'elle fait pousser en nous. » Un instant, le vieux blaireau ne dit rien. Puis, lentement, il se pencha. Il ramassa un petit dessin de Friselin, un dragon entouré de cœurs et de lapins souriants, tenant tous une flamme dans leurs pattes. Il soupira longuement, puis murmura. On n'enseigne pas avec des vis, des boulons ou des boutons. On enseigne avec le cœur. Et il leva sa canne bien haut. Qu'on me rende cette classe à feu doux! 1 heure plus tard, maîtresse Flamme franchissait à nouveau la porte. Elle avait des larmes de vapeur aux yeux, et son écharpe sentait le feu de bois et la vanille. Les petits lapins se précipitèrent vers elle. « Vous êtes revenus !»« Grâce à vous tous, mes petits étincelons !» Depuis ce jour, la classe des lapins est devenue la plus célèbre de la forêt. On y apprend les lettres, les chiffres et surtout l'écoute, la tendresse, la différence. Et dans un coin de la classe, sous une aile protectrice, il y a toujours une place pour un doudou un peu perdu et un petit cœur qui cherche à s'ouvrir. Dans une minuscule boutique, cachée au fond d'une ruelle en forme de serpent, vivait une vieille couturière au chignon pointu. On l'appelait Madame Papillon, parce que ses doigts, fins et agiles, voletaient sur les tissus comme des ailes en soie. Tout autour d'elle, des bobines chantaient doucement, des aiguilles dansaient, et les rubans riaient aux éclats quand elle éternuait. Un matin d'été, alors que le soleil glissait timidement sur le toit en tuiles rouges, Madame Papillon posa la dernière couture d'un tout nouveau cartable. Il était petit, moelleux, bleu nuit, avec des étoiles dorées et une fermeture éclair qui clignotait comme un sourire. Elle souffla dessus très doucement, comme pour lui dire bonjour. Et un tout petit souffle de vie entra dans le cartable. Il cligna des œillets, remua ses bretelles et poussa un cri étouffé. « Ah ! Où suis-je » Madame Papillon, amusée, lui répondit en riant. « Dans mon atelier, petit. Tu es né et tu es absolument adorable. » Le cartable regarda autour de lui. Il y avait des piles de coussins, des boutons en forme d'animaux,
des écharpes suspendues au plafond. C'était doux, chaud, rassurant. Mais quand Madame Papillon murmura « Demain, tu pars à l'école », le cartable se figea. « L'école ? Mais c'est là où vont les enfants ?» Il se mit à trembler, ses bretelles s'enroulant sur elle. Ses bretelles s'enroulant sur elle-même. « J'ai lu des choses. Ils mordent, ils courent, ils hurlent. Et ils mettent des bananes écrasées dans les poches. » Madame Papillon sourit tendrement et tapota sa couverture. « Allons, allons. Tu verras. Ce ne sont que des petits humains. Ils ont peur, eux aussi, tu sais. » Mais le cartable n'en menait pas large. Il avait la trouille. Le lendemain matin, très tôt, le ciel était encore en pyjama. Des nuages roses bâillaient au-dessus des toits, pendant que l'atelier de Madame Papillon s'illuminait d'une lueur dorée. Elle enveloppa le cartable dans un joli papier bleu à pois jaunes. « Ne t'inquiète pas, dit-elle doucement. La boutique où tu vas est pleine de lumière, de crayons de couleur et de rires d'enfants. » Mais le cartable, bien que bien ficelé, gigotait dans son papier. « Rires d'enfants ? Tu veux dire ces bruits stridents qui transpercent les oreilles ?» Madame Papillon rit dans sa barbe. Puis, elle le confia au facteur, un vieux monsieur au sourire fripé, qui l'installa dans sa charrette à roulettes. La route jusqu'à la boutique fut longue. À chaque cao, le cartable bondissait un peu plus de peur. « Et si je tombe dans une flaque? Et si un bébé me bave dessus? Et si on me choisit ?» Quand il arriva enfin, il fut placé bien en vue sur une étagère en bois clair, entre un sac à dos en forme de dinosaure et une trousse licorne qui chantait quand on l'ouvrait. Tout autour, des affiches disaient « Vive la rentrée !» et « Bienvenue les CP !» Le cartable sursauta. Il observa les enfants qui entraient avec leurs parents. Il les vit courir, sauter et pleurer aussi. Un grand sac rouge murmura à côté de lui. « De nouveau toi? T'as peur ?» Le cartable cligna de ses œillets. Un peu. Beaucoup. Passionnément. » Le grand sac éclata de rire. « T'inquiète pas, la rentrée, c'est la même chose pour tout le monde. Même les plus grands ont les bretelles qui tremblent ce jour-là. » Mais notre petit cartable, lui, n'était pas rassuré du tout. Il se disait
s'ils me choisissent, je suis fichu. » Cela faisait 3 jours que le petit cartable attendait. 3 longs jours à entendre les portes s'ouvrir, les enfants rire ou pleurer, et les sacs partir un à un dans des bras joyeux. Lui, il restait là, immobile, avec un nœud à la fermeture. Un matin, alors que la lumière filtrait doucement à travers la vitrine embuée, il entendit une voix douce. « Regarde, Milo, et celui-là, tu en penses quoi ?» C'était une maman, avec une voix chaude comme une couverture. À côté d'elle, se tenait un petit garçon aux cheveux tout ébouriffés. Les yeux un peu tristes, les joues rouges comme des pommes timides. Il leva les yeux vers l'étagère et leurs regards se croisèrent. Le cartable sentit quelque chose de bizarre, comme un frisson, mais pas de peur, plutôt comme une petite étincelle dans la doublure. Milo s'approcha, sans un mot. Il tendit la main, effleura le tissu bleu étoilé, puis il chuchota. « Il a l'air aussi inquiet que moi, celui-là. » Sa maman sourit. « Tu veux l'essayer ?» Milo hocha la tête. Il glissa ses bras dans les bretelles, doucement, comme si le cartable était fragile. Le petit cartable sentit les battements de cœur du garçon. Toc toc, toc toc, toc toc. Et, surprise, il battait au même rythme que les siens. « Il est bien, » dit Milo. Mais quand ils arrivèrent à la caisse, le cartable paniqua. « Non, 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 c'est le moment, je vais partir avec lui !» Mais Milo, en le refermant, lui murmura doucement. « Je crois qu'on a peur tous les deux. Alors on va y aller ensemble. D'accord ?» Le cartable ne répondit pas. Il était trop ému. Mais au fond de lui, une toute petite couture se réchauffait. Le matin de la rentrée, le ciel était tout chiffonné, comme un drap pas encore réveillé. Dans la chambre de Milo, il régnait un silence étrange. Même le réveil n'osait pas trop sonner. Milo enfila son pantalon à l'envers, mit ses chaussettes dans le mauvais sens et soupira très fort. « Ah, je veux pas y aller, » murmura-t-il. Posé près de la porte, l'écoutait. Lui non plus ne voulait pas. Son cœur en mousse battait la chamade. Toc toc, toc toc. 2 cœurs, 2 angoisses, mais un seul chemin. Dans l'entrée, la maman de Milo accrocha le cartable sur ses épaules. Il était si bien ajusté, si léger, si prêt. Et pourtant, il tremblait un peu. La route jusqu'à l'école fut rapide, trop rapide. Et puis, la grille, immense, grise, froide. Elle grinça en s'ouvrant comme la bouche d'un monstre. La cour était une mer d'enfants. Ça courait, ça criait.
Ça s'accrochait aux jambes des parents. Ça lançait des « coucou » et des « je veux rentrer ». Le cartable, agrippé au dos de Milo, voulut fuir. Il rêva de se transformer en trousse ou en mouchoir. Un petit mouchoir discret qui reste dans une poche. Mais Milo s'arrêta. Il inspira fort, très fort, puis il murmura, presque en secret. « T'inquiète pas, je suis là. » Et là, quelque chose changea. Le cartable sentit une chaleur douce l'envahir. Il se redressa un peu. Il aimait ce garçon aux cheveux hirsutes. Il avait une voix calme, des gestes tendres et du courage. Un maître s'approcha. « Allez, Milo, tu peux entrer maintenant. » Milo tourna la tête vers sa maman. Elle lui fit un grand sourire, un peu mouillé. Et ensemble, Milo et le cartable franchirent la ligne. Le premier pas dans la cour, le tout premier. La matinée passa comme un rêve flou. Le cartable sentit des crayons glisser dans ses poches, un cahier à grands carreaux s'installer dans son dos, et même une pomme, toute brillante, qui roulait parfois doucement à l'intérieur. Milo écoutait, écrivait, levait timidement la main. Il ne disait pas grand-chose, mais il souriait parfois. Et le cartable aussi. Enfin, intérieurement. Parce qu'un cartable qui sourit, c'est très discret. Mais midi arriva. Et avec lui, la cantine. Le bruit, l'odeur, les plateaux qui s'entrechoquent, le fromage qui pique le nez, les enfants qui rient, pleurent, se lèvent, renversent. Milo posa son cartable sous la table, juste à côté de ses pieds. « Tu restes là, hein ?» chuchota-t-il. « Je reviens vite. » Le cartable voulut répondre, mais trop tard. Splash! Une compote, tombée d'un plateau maladroit, éclaboussa tout son flanc gauche. Puis un autre enfant, sans le vouloir, le poussa du pied. Il glissa, plof, le nez dans la flaque sucrée. Il était trempé, collant, rouge de honte. « C'est fini, je suis fichu !» Mais soudain, deux petites mains le soulevèrent avec délicatesse. C'était Milo. « Oh non, tu as eu un accident toi aussi !» Il l'essuya avec une serviette en papier. Puis, il sortit un mouchoir de sa poche, tapota doucement, comme on soigne un genou écorché. « Moi aussi je suis tombée tout à l'heure, mais personne n'a vu. » Le cartable cligna ses œillets, ému. Il regarda autour de lui. Un enfant pleurait car sa purée touchait ses petits pois. Un autre avait son pull à l'envers. Un dernier chantait à tue-tête pour se donner du courage. Et soudain, le cartable comprit. Les enfants aussi ont peur. Les enfants aussi sont fragiles. Et ça, c'était presque rassurant. La journée s'acheva doucement. Le ciel s'était habillé de rose et d'orange,
et les feuilles des arbres dansaient comme des confettis de fin de fête. Dans le couloir de l'école, les parents attendaient. Milo, le cartable sur le dos, avançait d'un pas plus léger qu'au matin. Il ouvrit la grille. Sa maman l'accueillit avec un sourire fatigué, mais fier. « Alors, mon chéri, c'était comment ?» Milo haussa les épaules, mais ses yeux pétillaient. C'était grand, bruyant et bien. Il tapota doucement le cartable. Et lui, il a été super courageux. À la maison, Milo ouvrit doucement son sac. Il en sortit un dessin froissé avec un soleil énorme, un petit mot de la maîtresse. « Très bien, Milo !» Une coquille de noix ramassée dans la cour et une compote presque pleine. Le cartable, lui, se sentait utile, vivant, aimé. Le soir venu, dans l'obscurité paisible de la chambre, le cartable reposait près du lit. Il pensait à tout ce qu'il avait traversé. La peur, la honte, la compote, et puis cette petite main qu'il avait ramassée. Ce garçon aux cheveux fous, si doux, si vrai. Dans la pénombre, une peluche posée sur l'étagère lui demanda. « Alors, t'as survécu à ta première rentrée ?» Le cartable sourit intérieurement. « Pas seulement survécu, j'ai compris un truc. »« Ah bon? Quoi donc ?» Le cartable gonfla un peu ses coutures, fier comme un roi. Que le courage, c'est pas de ne jamais avoir peur, c'est d'y aller quand même avec la trouille. Et là, dans le silence du soir, entouré de crayons endormis, d'un cahier qui ronflait et d'une trousse licorne qui brillait faiblement, le cartable s'endormit à son tour. Fier, légèrement taché, mais heureux. Dans la cour de l'école, le soleil tapait doucement sur les dalles chaudes et les rires des enfants résonnaient comme une chanson joyeuse. Des billes roulaient, des cordes à sauter claquaient et les feuilles des arbres frémissaient sous le vent de midi. C'était une cour comme les autres. Enfin, presque. Car parfois, très vite, une ombre glissait sur le sol. Une toute petite ombre, fine et ondulante. Elle passait entre les jeux, longeait les murs, disparaissait derrière le vieux marronnier. « T'as vu ça ?» demanda Hugo à sa copine Lila en regardant le ciel. « Un oiseau ?» répondit-elle, les yeux plissés. Mais non, ce n'était pas un oiseau, ni un papillon. C'était Mirella, une chauve-souris grise aux ailes douces comme du velours. Elle ne volait jamais en plein jour.
sauf un peu, quand tout le monde était occupé à rire ou à courir. Mirella n'aimait pas qu'on la voie. Elle aimait voir les autres. Du haut de sa poutre sous le toit du préau, elle observait avec attention. Elle connaissait le nom des enfants, leur habitude, leurs petites peines et leur grand bonheur. Elle voyait ceux qui riaient à pleines dents et ceux qui restaient un peu à l'écart. Elle remarqua un garçon assis sur le banc du fond, les genoux serrés, la tête basse. Il s'appelait Elio. Mirella pencha la tête. Il ne parlait à personne. Il regardait ses pieds comme s'il cherchait des réponses entre ses lacets. Peut-être que demain, tu riras toi aussi, petit cœur discret, murmura-t-elle, suspendue à l'envers, comme une étoile endormie. Et dans ses yeux brillait une lumière tendre, presque invisible. Une lumière qui disait « Je suis là, même si tu ne me vois pas. » Le lendemain matin, le ciel était clair et les arbres agitaient leurs branches comme s'ils saluaient les enfants. Dans la cour, les cris joyeux résonnaient déjà. « À moi la corde! Passe-moi la balle! On recommence le parcours d'hier !» Mais tout au fond, sur un banc de pierre un peu froid, Elio était là, comme d'habitude. Il gardait ses mains dans les poches, ses épaules rentrées et ses yeux fixés sur les dalles. Il entendait les autres. Il les regardait parfois du coin de l'œil. Mais il ne bougeait pas. Il avait l'impression d'être invisible. Et au fond, c'était peut-être mieux comme ça. Elio n'aimait pas qu'on le regardait trop. Il avait peur de dire quelque chose de bizarre ou de ne pas savoir quoi répondre. Alors, il se taisait. Il écoutait les blagues des autres en silence et il souriait un peu, mais juste dans sa tête. Au-dessus de lui, dans l'ombre du préau, Mirella observait. Elle voyait tout, surtout ce que personne ne voyait. Petit cœur timide, tu as tant à offrir, pensa-t-elle en repliant doucement ses ailes. Elle descendit lentement, planant comme une plume, et se posa derrière le grand pot de fleurs, tout près du banc. Elio leva les yeux, intrigué par un souffle d'air doux sur sa joue. Personne, juste une feuille qui tournoyait au sol. Puis, il remarqua quelque chose. Une petite plume violette, toute douce, posée à côté de lui. Il la prit dans sa main. Elle brillait légèrement, comme si elle avait un secret à chuchoter. « C'est joli », murmura-t-il. Ce jour-là, Elio ne parla à personne, mais il garda la plume dans sa poche. Et pour la première fois, il sentit une chaleur étrange dans le ventre, comme si quelqu'un l'avait vu. Le lendemain, la pluie tombait en perles fines sur le toit de l'école. Les enfants jouaient sous le préau, entassés autour de jeux de société ou assis en petits groupes à discuter. La cour, d'habitude si vivante, était plus calme, rythmée par les gouttes sur les vitres. Elio, lui, était encore sur son banc.
Il aimait le bruit de la pluie. Il le trouvait rassurant, comme un chuchotement du ciel. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange l'attendait. Une feuille de papier était accrochée à une ficelle, suspendue au bout d'un balai, appuyée contre le mur. On aurait dit qu'elle flottait dans l'air. Curieux, Elio s'approcha doucement, comme s'il avait peur que quelqu'un le voie. Il lut. Le jeu d'aujourd'hui a besoin d'un chef calme et malin. Pourquoi pas toi? Elio cligna des yeux. Était-ce pour lui? Il se retourna. Personne ne le regardait. Juste un groupe d'enfants qui préparaient un jeu de piste avec des cerceaux et des plots. C'est toi qui veux jouer avec nous? Demanda soudain une voix. Elio sursauta. C'était Manon, une fille de sa classe, gentille et toujours souriante. Je sais pas trop, balbutia-t-il. Tu veux nous aider à placer les plots? On cherche quelqu'un d'organisé. Elio sentit ses mains trembler. Il pensa repartir vers son banc. Puis il glissa la main dans sa poche et toucha la plume violette. Une chaleur l'envahit. D'accord, mais je suis pas très bon pour expliquer. Alors tu montres et nous on fait. Haha, dit Manon en riant. Mirella, bien cachée dans une gouttière, observa Elio rejoindre les autres. Ses ailes frémirent de joie. Elle savait que le plus grand des courages commence parfois par un tout petit pas. La lune brillait haut dans le ciel, ronde comme une veilleuse posée dans l'obscurité. L'école dormait. Les fenêtres étaient closes, les cartables rangés, les bancs silencieux. Mais sous le toit du préau, Mirella, la chauve-souris, était bien éveillée. Elle se balançait doucement, accrochée à une poutre de bois. Ses ailes repliées contre son ventre semblaient cacher un vieux secret. Et ce soir-là, elle se souvint. Autrefois, Mirella n'était pas une chauve-souris. Elle était une petite fille, silencieuse, rêveuse, un peu comme Elio. Elle aimait lire dans les coins, écouter sans parler et inventer des histoires dans sa tête. Les autres enfants la trouvaient bizarre. Et elle rêvait d'avoir un pouvoir. Mais pas pour être la plus forte, non. Pour aider ceux qu'on ne voyait pas. Un soir, dans la bibliothèque de l'école, elle avait trouvé un vieux livre poussiéreux avec une page dorée au milieu. Une incantation douce qui disait « Si tu veux veiller sans jamais effrayer, replie tes ailes et apprends à écouter. » Sans vraiment comprendre, elle avait lu la formule à voix haute. Et, tout doucement, son corps s'était transformé. Des ailes avaient poussé, ses bras avaient disparu. Elle était devenue une chauve-souris. Mais elle n'eut pas peur, parce qu'au fond d'elle, elle savait. C'était exactement ce qu'elle avait souhaité. Depuis ce jour, Mirella vivait dans l'ombre, mais jamais dans l'oubli. Elle écoutait les soupirs, les rires étouffés, les envies cachées des enfants discrets. Et, quand elle le pouvait,
Elle laissait une plume, un mot, une idée, comme une graine de courage. Et cette nuit-là, au creux du ciel, Mirella soupira doucement. Elle pensa à Elio, à Manon, aux enfants qui avaient joué ensemble grâce à lui. Ses ailes brillèrent un instant, puis se replièrent. Et dans le silence, elle murmura. Une amitié est née, et moi, je veille. Un vendredi soir, alors que l'école s'endormait lentement, une chose étrange se produisit. Des lucioles multicolores commencèrent à danser au-dessus de la cour. Elles brillaient doucement, comme de minuscules lanternes flottantes. Les enfants, encore en pyjama dans la salle de sieste, furent réveillés par une douce lumière qui passait par les vitres. Elio ouvrit les yeux. Il sentit son cœur battre plus vite. « C'est pas un rêve ?» murmura-t-il. Il sortit sur la pointe des pieds. D'autres enfants l'imitèrent, attirés comme lui par cette lumière magique. La cour de récréation s'était transformée. Il y avait des guirlandes d'étoiles, un tapis de mousse moelleuse, des coussins partout et des petits instruments de musique en bois, posés comme par enchantement. Au milieu, une pancarte flottait doucement. « Bienvenue à la récréation des étoiles. Ici, chacun peut être lui-même. » Elio n'en croyait pas ses yeux. Il s'assit sur un coussin timidement. Une petite fille au regard doux s'approcha. « Tu joues de la flûte ?» demanda-t-elle. « Je sais souffler doucement dedans, » répondit Elio en souriant. Alors, ils jouèrent, pas pour être les meilleurs, juste pour s'écouter. Autour d'eux, d'autres enfants faisaient des cercles de lumière avec des rubans, chantaient à voix basse, dessinaient à la craie sur le sol. Et tout là-haut, caché dans l'ombre de la cloche, Mirella les regardait. Ses ailes déployées, elle formait une voûte invisible au-dessus de leur tête. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin. Ce soir-là, les enfants jouaient sans juger. Ils parlaient doucement. Ils riaient avec le cœur. Elio dansait, Manon chantait. Même ceux qu'on croyait invisibles brillaient comme des étoiles. Et dans le silence de la nuit, Mirella sut que sa mission avait un sens. La magie n'avait pas besoin de cris, juste d'un peu de lumière et d'écoute. Le lundi suivant, quand les enfants arrivèrent à l'école, un murmure d'excitation courut dans la cour comme une vague joyeuse. « Regarde le mur du préau. C'est nouveau. C'était pas là avant. » Sur le vieux mur gris, une immense fresque colorée était apparue. Elle représentait une chauve-souris aux ailes tendrement repliées, perchée sur un croissant de lune. Autour d'elle, des enfants riaient, dansaient, jouaient à la lumière d'étoiles dorées. En bas du dessin, une phrase avait été écrite en lettres douces. « Merci à celle qui veille en silence. » Elio, le cœur battant, s'avança vers la fresque. Il passa la main sur la peinture encore fraîche. À côté de lui, Manon souriait. «
c'est toi qui as eu l'idée? Lui demanda-t-elle. Elio rougit un peu. J'ai juste raconté un rêve que j'ai fait. Mais je crois que c'était vrai. Ce jour-là, la maîtresse déclara que le banc du fond s'appellerait désormais le banc de Mirella. Un coin tranquille pour les enfants qui ont besoin de silence, d'un ami ou juste de regarder les nuages un moment. Et au-dessus du banc, une toute petite plaque dorée fut installée. Mirella, surveillante invisible, amie des discrets, gardienne des cœurs. Dans sa cachette sous le toit, Mirella replia ses ailes, émue. Elle avait toujours cru qu'elle resterait un secret. Mais les enfants avaient compris. Pas besoin de mots. Ils avaient vu avec leur cœur. Elle soupira de bonheur. Et pour la première fois depuis des années, elle laissa une plume violette flotter dans l'air. Non pas pour guider, mais pour remercier. Car maintenant, elle le savait. Elle n'était plus seule à veiller. Fin. Notre histoire est à présent terminée. Si tu ne dors pas encore, c'est l'heure de fermer les petits yeux. Je te dis à bientôt. Bonne nuit.